Bonjour, bienvenue à ce septième événement de la série des webinaires séricoles organisés par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Ces webinaires ont comme objectif de faciliter la diffusion des informations techniques et scientifiques auprès des producteurs et conseillers agricoles. Vous le savez, nous sommes dans une ère où énormément d'informations est générée. Ces webinaires permettent de diffuser des connaissances gratuitement, en plus d'assurer une pérennité au contenu grâce au dépôt des webinaires sur la page YouTube du MAPAC. Dans le webinaire aujourd'hui, le professeur Louis Gosselin de l'Université Laval présentera les premiers résultats d'un projet mené sur les effets des changements climatiques sur l'industrie séricole du Québec. Je me présente, Isabelle Fréchette, agronome et conseillère en sériculture et agriculture urbaine au MAPAC à la direction régionale de la Montérégie. Aujourd'hui, je vais agir à titre d'animatrice du webinaire. Je suis accompagnée de mon collègue co-organisateur Mourad Louardani, agronome et conseiller en agriculture urbaine et en sériculture à la direction régionale de Montréal-Laval-Lanaudière du MAPAC. La présentation d'aujourd'hui sera d'une durée de 45 minutes, suivie d'une période de questions d'une durée de 10 minutes. Avant de commencer, voici quelques consignes. Nous vous informons que ce webinaire, incluant la période de questions, est enregistré. En participant à ce webinaire, vous acceptez qu'il soit enregistré et que vos réactions le soient également. Dans les prochaines semaines, l'enregistrement sera disponible sur la chaîne YouTube du MAPAC. Pour garantir une présentation fluide et optimiser les performances du réseau, vos caméras et vos micros sont volontairement désactivés. En revanche, la zone de clavardage est activée et disponible en tout temps. Mon collègue Mourad sera responsable de modérer cette section. Lors de la période de questions, vous devrez utiliser la fonction « Lever la main » pour que l'on autorise l'utilisation de votre micro en suivant l'ordre de lever des mains. Vous pouvez également écrire votre question dans le clavardage. Si c'est le cas, nous agirons comme porte-parole pour poser vos questions au conférencier. J'invite maintenant notre conférencier, M. Louis Gosselin, à ouvrir sa caméra et à débuter sa présentation. Super, merci Isabelle. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce midi pour vous parler de ce projet qu'on est en train de faire sur l'impact économique des changements climatiques dans le secteur de la sériculture. C'est un projet qui est encore en cours, donc on est tout à fait ouvert. Si vous avez des suggestions, des préoccupations, des idées, c'est encore le temps de les partager pour qu'on essaie de les intégrer dans le projet. On veut vraiment que ça soit un projet utile pour l'industrie. Donc, juste avant de commencer, je voudrais remercier en particulier Isabelle, Mourad et Julie pour l'organisation de l'événement. Merci de l'invitation. Donc, je vais commencer. Je vais me présenter dans quelques instants. Je vais parler un petit peu des changements climatiques, là. Je ne ferai pas un cours sur le sujet, mais juste s'assurer on a tous la même base pour en discuter par la suite. Je vais faire un petit tour d'horizon de la littérature scientifique sur les impacts des changements climatiques dans le domaine séricole. Et je vais présenter ensuite notre projet, ce qu'on veut faire, ce qu'on a commencé à faire, et je vais partager avec vous certains résultats préliminaires qu'on a obtenus. Donc, qui suis-je? Donc, moi, je suis Louis Gosselin, je suis ingénieur, professeur titulaire au département de génie mécanique et génie industriel à l'Université Laval. Depuis le mois de mars, je suis aussi titulaire d'une chaire de recherche du Canada en efficacité énergétique. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un programme du gouvernement fédéral qui vient soutenir la recherche de certains professeurs à travers le pays. Donc, j'ai eu la chance de bénéficier d'une telle chaire. Je l'ai aussi mentionné, c'est un peu hors contexte, mais je le mentionne, je profite du fait que vous soyez là aujourd'hui pour vous en parler. Je suis président d'un réseau scientifique qui s'appelle RLS Sciences, qui regroupe 7 régions à travers le monde, dont le Québec. Vous avez la liste des régions qui sont ici: Bavière, Haute-Autriche, São Paulo, Shandong, Cap-Occidental en Afrique du Sud et Georgie, c'est l'État américain. Puis on essaie de promouvoir la collaboration, les échanges scientifiques entre ces régions-là. Et là, ce qui est peut-être très intéressant pour vous, c'est qu'un des thèmes qu'on veut essayer d'ajouter dans le réseau, c'est justement l'agriculture. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, des collaborations internationales, ou si vous avez déjà des collaborations à l'international, n'hésitez pas à m'en faire part. On serait content d'en apprendre plus. Donc, je vais vous épargner le reste de mon CV. Je vais aller un petit peu plus sur les activités de recherche qu'on fait, puis vous expliquer un peu comment je suis arrivé dans le domaine séricole. Dans ma chaire de recherche, on a 3 axes de recherche principaux.
Le premier, c'est les bâtiments. Donc, on travaille sur l'enveloppe, les systèmes de chauffage, de ventilation, donc, tous les systèmes du bâtiment. Le deuxième axe, c'est sur les procédés et les systèmes industriels, la gestion de l'énergie dans l'industrie, en fait, donc dans plusieurs types d'industries. Et le troisième thème de recherche, c'est la transition énergétique dans le nord du pays, en particulier au Nunavik. C'est là où on travaille avec les communautés inuites. Donc, ce qu'on fait, on fait de la collecte de données énergétiques, de l'analyse de données, on fait de la modélisation, de l'optimisation de systèmes. On essaie souvent d'intégrer aussi des enjeux humains quand on parle d'efficacité énergétique. Puis, on travaille au développement de différentes technologies. Et là, vous allez peut-être me dire, mais c'est quoi le lien avec la sériculture? Ben, en fait, je vais vous en parler dans quelques instants. On a un projet qui a démarré il y a quelques années avec le MAPAC et puis plusieurs partenaires sur la gestion de l'énergie, justement, dans l'industrie séricole. Ça a été un petit peu ma porte d'entrée. Puis je le vois vraiment à la jonction entre nos activités dans le domaine du bâtiment, parce que la serre, c'est un bâtiment. Et c'est un bâtiment très particulier parce qu'il y a une production à l'intérieur, donc il y a un volet un peu industriel aussi. Fait qu'on est vraiment à la jonction de nos activités de recherche. Et comme vous voyez, je ne suis pas agronome, donc si jamais vous avez des questions très précises qui touchent plus les enjeux agronomiques, je pourrais peut-être les référer à certains collègues avec qui on travaille là, en étroite collaboration. Donc, le fameux projet dont je parlais, c'est un projet d'envergure du MAPAC. Ça a été ma porte d'entrée dans le domaine où on a travaillé justement et on travaille encore sur le mesurage énergétique, l'analyse de données, l'utilisation de l'éclairage artificiel, on développe des modèles, on teste des scénarios avec des simulations. Puis on a la chance de travailler avec des partenaires extraordinaires que j'ai listés ici et qui nous aident beaucoup dans ce projet-là. Donc, voilà pour qui je suis. Je vais vous parler maintenant des changements climatiques. Donc, certainement que vous en avez déjà entendu parler, vous avez une idée de ce que c'est, mais je voulais juste m'assurer que tout le monde ait la même base pour la discussion aujourd'hui. Quand on parle de changement climatique, donc on constate une modification des moyennes climatiques, en particulier la température extérieure. J'ai mis ici un exemple de figure que vous allez trouver facilement sur Internet à droite, où on voit l'évolution de la température au fil des années avec une augmentation assez nette particulier dans les dernières années. Ce que je voulais mettre en évidence, c'est le fait que ce n'est pas seulement le réchauffement qui est important, mais c'est aussi le fait qu'avec le réchauffement vient une intensification, puis une augmentation de la probabilité d'avoir des événements climatiques extrêmes, que j'en ai mis des exemples là, ici dans la présentation. On parle de vagues de chaleur, d'événements de fortes précipitations qui peuvent mener à des inondations, des ouragans, des sécheresses, des incendies. Donc, l'augmentation finalement de l'intensité, de la probabilité de ces événements-là fait partie aussi de ce qu'on inclut là, dans les changements climatiques. Donc, la question, c'est un peu comment on est capable de se projeter dans le futur climatique, comment on est capable d'aller chercher, de déterminer un peu ce qui va se passer au niveau climatique dans le futur. Puis là, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas agronome, mais je ne suis pas non plus météorologue. Nous, on utilise vraiment les travaux des météorologues dans notre projet, mais je vous explique un petit peu d'où viennent les données qu'on utilise. Donc, c'est basé sur des scénarios climatiques. Dans le fond, un scénario climatique, c'est quoi? C'est un scénario où on détermine quelle sera l'évolution des émissions de gaz à effet de serre au fil des années. Puis avec des modèles de météo, on détermine ce qui va se passer justement en termes de météo en fonction de ces scénarios-là. Donc, il y a deux grandes familles que j'ai indiquées ici, les modèles RCP et SSP. Les RCP, on écrit ici les anciennes générations, c'est des modèles qui étaient utilisés un petit peu plus dans le passé. Les SSP, c'est comme la nouvelle génération de ces scénarios climatiques. Donc, on peut faire différentes projections en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Puis dans les scénarios SSP, on va aussi inclure des évolutions possibles de la société, comment la société pourrait se transformer au fil des années à cause notamment des changements climatiques, puis comment ça va affecter la température, entre autres, là, et le climat. Euh, donc, on est dans une situation où on ne sait pas exactement ça va être quoi la météo dans 20 ans, dans 40 ans, dans 100 ans.
Donc, on travaille avec différents scénarios. Des scénarios, pardon, des scénarios qui sont plus optimistes. Ça veut dire qu'il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre dans le futur, donc la température augmentera pas trop. Puis des scénarios plus pessimistes, où là, il y aurait une augmentation très importante là, de la température. À partir de ces scénarios-là, nous, ce qu'on utilise, en fait, c'est des fichiers météo qui sont générés par des modèles. Donc, vous avez peut-être déjà vu des fichiers météo où vous avez pour chaque heure de l'année la température extérieure, le rayonnement solaire, l'humidité relative, etc. Donc, habituellement, ces fichiers météo-là sont basés sur ce qui s'est passé dans les dernières années. Mais là, on peut générer des fichiers météo, en fait, du futur en fonction des différents scénarios climatiques là, dont je vous ai parlé. Et c'est ce qui sert vraiment d'intrant dans les modèles qu'on utilise, dont je vais vous parler tout à l'heure. Bon, j'ai mis ici des petites figures là, juste pour illustrer un petit peu les différents scénarios. Je m'excuse, ça sort un petit peu flou à l'écran. J'espère que vous voyez quand même. À gauche, c'est l'évolution des températures moyennes à l'échelle du globe dans les scénarios RCP, là, qui sont les scénarios un petit peu plus anciens. Et vous voyez en bleu, ça sera un scénario plus optimiste où on réussit à stabiliser l'augmentation de température. Et en rouge, un scénario plus extrême où la température monte de façon importante. Et à droite, c'est exactement la même idée, mais avec les nouveaux scénarios, le SSP, qui sont un petit peu plus modernes, disons, pour déterminer les climats futurs. OK, je vais avancer. Bon, maintenant, je vous ferai, je ne sais pas si je peux dire que je vous fais travailler. J'ai mis un petit code QR ici. Je vous demanderai si vous avez un téléphone avec vous de scanner le code. Ça va vous amener à un petit questionnaire. C'est trois petites questions faciles à répondre. Puis c'est pas un examen, là, il n'y a pas de notes, puis ce que vous mettez ne sera pas enregistré, là, donc on ne saura pas qui a dit quoi. Mais c'est juste pour voir un petit peu vos perceptions avant qu'on commence à en discuter de l'impact des changements climatiques dans l'industrie séricole. Je pense que vous devriez voir mon Oui, écran. C'est bon. oui. Donc, on va regarder ce que vous avez répondu. Ça se met à jour en continu, là, donc on a 46 réponses. À la première question, on demandait quels sont les aléas climatiques, selon vous, qui auront le plus d'impact sur l'industrie séricole. Ces impacts-là peuvent être positifs ou négatifs. Donc, les deux premiers à égalité pour le moment, c'était température extérieure, l'augmentation de la température extérieure et l'augmentation du nombre de vagues de chaleur. C'est intéressant, c'est exactement quelque chose que j'ai dans des slides un petit peu plus loin, avec un impact peut-être un petit peu moindre là, pour les autres aléas. La deuxième question, on demandait l'augmentation de la température extérieure aura-t-elle une influence sur le coût de chauffage, la productivité de la serre et le coût annuel en éclairage? Donc, pour ce qui est du coût de chauffage, la plupart des répondants, vous avez dit que ça aurait une influence modérée ou forte. Donc, ça, on va en parler un petit peu aussi. Ça pourrait avoir une influence aussi modérée ou forte sur la productivité de la serre. On va en parler de ça aussi. Et une influence faible ou aucune influence là, sur l'éclairage. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais ça pourrait être un sujet dont on pourrait reparler une autre fois. Et la troisième question, je voulais mettre des questions un petit peu plus sur l'impact des changements climatiques, pas nécessairement sur les producteurs eux-mêmes, mais sur l'environnement dans lequel on évolue. Donc, est-ce que les changements climatiques vont faire en sorte que les importations de produits maraîchers vont augmenter ou diminuer? Bien là, on voit que c'est un peu séparé entre les deux. Il y en a qui pensent que ça va diminuer les importations, d'autres que ça les augmente. Que ça pourrait favoriser une certaine migration de culture. Donc, la plupart ont dit oui. Est-ce que ça pourrait favoriser les exportations? La plupart ont dit oui aussi. Donc, c'est quelque chose dont on va rediscuter aussi, au moins de façon qualitative, l'impact sur le marché, le secteur dans lequel on évolue. Donc, je vais vous parler maintenant de ce qu'on a trouvé dans la littérature sur les impacts des changements climatiques en sériculture. Comme chercheur, souvent quand on commence un projet, c'est notre premier réflexe. Là, on va voir dans les articles scientifiques qu'est-ce qui a déjà été fait pour bien camper ce qu'on va faire. Et avant de parler de la littérature scientifique, je voulais juste remettre en contexte des choses que vous savez déjà, là, juste pour qu'on les ait en tête, puis qui explique un peu pourquoi on s'est intéressé à ce sujet-là. Vous savez que l'industrie séricole a beaucoup cru dans les dernières années. La superficie de culture a augmenté de façon importante, avec des revenus importants aussi, une augmentation du nombre d'entreprises.
Une augmentation aussi de la consommation électrique, puis des prévisions qui vont dans le sens aussi d'une augmentation de cette consommation d'énergie électrique. Puis des politiques gouvernementales là, qui viennent justement soutenir cette croissance, ce développement de l'industrie. Donc, on trouvait ça pertinent de se questionner, considérant ce contexte-là de croissance, qu'est-ce qui risque de se passer dans le futur, comment les changements climatiques vont affecter cette industrie-là. J'ai remis ici la répartition là, des cultures que vous connaissez déjà certainement. Tout à l'heure, on va en reparler. Là. Dans notre projet, on va se concentrer sur les trois principales cultures, donc tomates, concombres, laitue, qui couvrent quand même la majeure partie de la production maraîchère. Euh, voilà, donc j'avance avec ça. Dans la littérature, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, vous allez voir pas grand-chose, malheureusement. Euh, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient utilisé les serres plus comme un outil de recherche pour étudier l'impact des climats. Donc, on va générer un climat dans la serre qui ressemble au climat futur, puis on va regarder comment les plantes se comportent dans ce contexte-là. Mais ça ne nous dit pas vraiment comment l'industrie séricole va être affectée par les changements climatiques. Euh, on a vu quelques indications dans la littérature que le marché séricole pourrait être affecté par des déplacements de culture. Par contre, c'était des études là, qui étaient dans d'autres pays, dans des contextes très différents. On a vu aussi des études qui semblaient indiquer que l'approvisionnement en eau des serres pourrait être affecté dans certaines régions. L'étude qui ressemble peut-être le plus à ce qui nous intéresse, là, c'est l'avant-dernière, celle de Hoffman et Rath. Vous voyez que ça date quand même là, de 2012, donc c'est assez vieux. Et eux, ils avaient utilisé des simulations pour déterminer le besoin en chauffage de serre dans différents climats. Puis bon, ils avaient vu que ça avait un impact, évidemment. Si la température augmente, ben, on a besoin de moins de chauffage, mais ils n'ont pas traité du tout des enjeux agronomiques ou économiques dans cette étude-là en Allemagne. Puis la dernière étude qui était intéressante aussi, celle de Mariani et Al, c'était, eux, en fait, ils ont utilisé des vraies données de consommation énergétique je pense que c'était une ou deux serres, je ne me rappelle plus par cœur. Ils avaient des données sur 50 ou 60 ans, puis ils ont essayé de corréler le besoin en énergie avec le climat des différentes années, puis pour démontrer l'impact du climat. Mais ce n'était pas vraiment tourné justement vers les changements climatiques, puis vers l'augmentation à venir des températures. Donc, si je résume un peu l'état actuel des connaissances dans le domaine, ben, on voit qu'il y a très peu d'études qui ont abordé la question de l'impact des changements climatiques sur la culture en serre. On n'a pas trouvé d'études non plus qui s'intéressaient aux enjeux agronomiques, énergétiques et économiques en même temps. Les trois sont reliés. Puis, on n'a pas trouvé d'article non plus qui était vraiment spécifique là, au contexte du Québec. Donc, ça nous indiquait qu'il y avait un besoin justement de développer les connaissances dans ce domaine-là. On avait fait un peu un brainstorm avec différentes personnes pour essayer d'imaginer un peu quels pourraient être les impacts potentiels des changements climatiques sur l'industrie séricole. J'ai une petite liste ici. On va reparler de certains là, dans quelques minutes. Certainement un impact sur la consommation énergétique, notamment le chauffage, possiblement la déshumidification, l'éclairage aussi. Peut-être un impact sur le choix des cultures. Des changements peut-être dans les pratiques, des choses qu'on fait, qu'on va devoir faire différemment. Peut-être des difficultés dans l'approvisionnement énergétique avec plus de périodes de délestage ou des pannes à gérer. L'augmentation de la concentration en CO2 à l'extérieur, peut-être qui peut nous aider à voir moins enrichir dans les serres. Des changements dans l'approvisionnement en eau. Bon, puis la liste pourrait continuer. L'idée, c'est que tous ces impacts-là, ben, vont avoir des impacts économiques potentiels, ce qu'on essaie de traiter dans notre projet. Donc, j'arrive justement à notre projet après cette mise en contexte. Donc, notre projet est financé par le Fonds de recherche du Québec et par le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, FONEPARC, le MEL-CCFP, le ministère avec le plus long nom du gouvernement du Québec. Donc, ils ont lancé un programme il y a déjà quelques années, un programme de recherche qui visait spécifiquement à étudier l'impact des changements climatiques, des impacts économiques dans différents secteurs d'activité. Et un des secteurs qui était visé, c'était la production agricole. Donc, le but, c'est vraiment de documenter les coûts, les bénéfices, les désavantages, les impacts des changements climatiques, de
préparer un peu des pistes d'adaptation requises s'il y a lieu, puis aussi de bâtir l'expertise, de développer l'expertise québécoise dans le domaine, dans le domaine. Donc, on a des étudiants qui sont impliqués puis qui apprennent un peu sur le domaine en question. Donc, c'est dans ce programme-là que nous, on a appliqué et qu'on a proposé notre projet, dont je vais parler maintenant, qui vise plus spécifiquement à évaluer les impacts économiques des changements climatiques sur l'industrie séricole du Québec. Puis, on s'est concentré sur la production maraîchère. C'est pas parce qu'on ne voulait pas toucher aux autres productions, c'est parce que c'était une demande là, du Fonds de recherche du Québec de se concentrer sur cette thématique-là. Donc, les trois sous-objectifs, c'est de mieux comprendre les perceptions des différentes parties impliquées différentes parties prenantes de l'industrie en lien avec les changements climatiques, de développer des outils pour évaluer ces impacts-là. Et là, vous avez le mot multi-échelle. On travaille à deux échelles, à l'échelle de la serre elle-même et à l'échelle du Québec. Donc, je vais en parler un petit peu tout à l'heure. On veut aussi avoir un portrait pour l'ensemble du Québec, pas juste pour une serre en question. Et le troisième sous-objectif, ben, c'est de peut-être proposer des pistes d'adaptation possibles s'il y a lieu pour préparer le terrain là, dans le futur. On est correct. Donc, je vais parler un petit peu de la méthodologie qu'on a suivie et puis qu'on continue à suivre. On a un volet plus d'enquête auprès des producteurs. On a un volet de simulation. On simule deux choses essentiellement, la consommation d'énergie et la production agricole dans les serres. Et on a un volet d'analyse techno-économique. Celui-là n'est pas encore commencé. Ça va commencer probablement l'année prochaine, en 2026. Donc, je vais vous parler un petit peu des trois volets, des trois tâches dont je viens de parler. Le premier volet, ce qu'on voulait faire justement, c'était, je vais mettre les deux, c'était vraiment d'aller mieux identifier les impacts attendus des changements climatiques via des différentes méthodes où on va sonder un peu les producteurs pour essayer les producteurs et les autres parties prenantes là, de la chaîne de valeur, pour essayer d'identifier l'ensemble des impacts attendus. Donc, on a un volet où il y aura des entrevues, je pense que ce sera plus des entrevues qu'un sondage, là, mais où on va aller vraiment discuter avec certains producteurs et d'autres intervenants pour s'assurer qu'on identifie bien l'ensemble des impacts attendus. Et on a une deuxième approche où ce qu'on vise en fait, c'est, nous on appelle ça d'établir les chaînes de causalité. C'est-à-dire que, si j'essaie d'expliquer simplement, ce qui se produit souvent, c'est qu'on a on présente des impacts un peu en cascade. Donc, par exemple, l'augmentation des températures va causer telle chose, qui va causer telle chose, qui va causer telle chose, qui va causer telle chose. Ce qui fait que des fois, c'est difficile d'avoir un portrait de la situation globale. Puis c'est ce qu'on essaie de faire ici, de comprendre ces différentes interactions entre les facteurs importants dans la production agricole. Je vais y revenir dans quelques instants. Le deuxième volet sur les simulations, ben, comme je le disais, on travaille avec des simulations de serre. À l'échelle de la serre, on simule à la fois la consommation d'énergie et la production de la serre. Je vais en expliquer un petit peu plus tout à l'heure. Mais on veut éventuellement simuler plusieurs types de serres, plusieurs régimes de culture, plusieurs localisations qu'on a déjà commencé à faire et agréger tout ça pour avoir un portrait global pour l'ensemble du Québec. Donc, quel sera l'impact des changements climatiques, pas juste dans une localisation pour une serre donnée ou pour une culture donnée, mais pour l'ensemble, dans le fond, de l'industrie. On utilise pour les simulations un logiciel qui s'appelle Greenlight. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est un logiciel qu'on a choisi parce qu'il est libre accès. C'est-à-dire que tout le monde peut l'utiliser gratuitement. Vous avez le lien en bas si jamais vous êtes intéressé. Il y a deux versions. Il y a une version antérieure là, qui a été faite dans le logiciel MATLAB et une deuxième version qui est toute récente, qui a été codée en Python, à laquelle on a eu la chance de participer. Mon équipe a participé à développer cette version-là. Ça a été fait aux Pays-Bas. Si vous êtes familier un peu avec les travaux là, de Vantour et tout ça, c'est un peu l'héritier de tous ces travaux-là des dernières années, dernières décennies même. Et c'est basé donc sur des modèles mathématiques qui vont faire des bilans d'énergie, bilans de masse,
qui vont nous permettre de calculer, par exemple, sur une année, minute par minute ou heure par heure, ça va être quoi l'évolution du climat dans la serre, la température, l'humidité, etc. Ça va être quoi la croissance des plantes dans la serre et ça va être quoi la consommation d'énergie minute par minute dans la serre. Quand on fait ces simulations-là, ben, ce qui va, un des inputs, une des entrées de notre simulation, c'est justement les fameux fichiers météo dont je parlais tantôt. Donc, normalement, on prenait le fichier météo des années passées, puis on mettait ça dans la simulation pour avoir le portrait actuel. Mais là, si on s'intéresse au changement climatique, ben, on va venir mettre des fichiers météo du futur. Donc, en 2040, en 2080, voici à quoi le climat pourrait ressembler. Puis on va pouvoir simuler le climat intérieur, la croissance des plantes, la consommation d'énergie sous ce climat du futur. Oups. Donc, je ne rentrerai pas trop dans les détails, là, juste vous dire un peu ce qui est inclus dans ce modèle-là. Pour le volet énergétique, ben, on peut simuler différents systèmes d'éclairage, HPS ou DEL, intracanopée ou non. On peut simuler ben, évidemment le chauffage, la ventilation, on peut ajouter des écrans ombrageants thermiques, faire de la déshumidification, du stockage d'énergie, et on va venir spécifier le contrôle et les points de consigne dans la serre en fonction du temps. Donc, les contrôles, ça peut être si la température dépasse telle valeur, ben, il se passe telle chose dans la serre, par exemple, ce genre de contrôle-là, qui va être inclus dans la modélisation. On simule en même temps, comme je le disais tout à l'heure, la croissance. Donc, on va calculer la masse de fruits produits à chaque instant, à partir des bilans dont je parlais tout à l'heure. Présentement, dans le modèle, ce qui est intégré, c'est la production de tomates. Ça, c'est le modèle de base. Là, on a développé dans notre équipe un modèle pour la croissance de laitue. Et on est en train de finaliser aussi un modèle sur la production de la croissance des concombres. Ce qui est intéressant aussi, pardon, c'est que les effets, quand on s'éloigne trop, dans le fond, des valeurs attendues pour la croissance de la plante, il va y avoir, moi j'appelle ça les fonctions d'activation à l'intérieur du modèle qui vont faire en sorte que la croissance va cesser si, par exemple, la température devient trop élevée ou trop basse. Donc, vous allez voir tout à l'heure, c'est ce qu'on a constaté dans certaines situations. Quand on mettait les changements climatiques, des fois, il y avait des croissances qui étaient inhibées à cause de, vous allez voir tout à l'heure. Je ne vous vendrai pas tout de suite le punch. Voilà, donc on va simuler le climat actuel, notre climat de référence. On va simuler 3 horizons de temps, 2040, 2060, 2080, avec 2 projections d'augmentation de température, une augmentation modérée et une augmentation forte des températures extérieures. Donc, si vous calculez, ça fait le climat de référence, 3 horizons de temps à 2 projections climatiques, ça nous fait un total de 7 fichiers météo qu'on va pouvoir mettre dans les simulations pour avoir l'impact dans ces différentes situations. Pour ce qui est du troisième volet sur l'optimisation techno-économique, ben celui-là, il va commencer un petit peu plus tard, mais à partir des résultats de simulation puis des entrevues qu'on va avoir faites, on va essayer de déterminer un peu quelles seraient les adaptations possibles qui pourraient devoir être faites, puis d'essayer de quantifier leur coût. Il y a aussi l'idée, je relis les notes en même temps, de pouvoir peut-être faire des recommandations, là, que ce soit aux producteurs ou pour des politiques ou des programmes gouvernementaux s'il y a lieu. Mais tout ça va dépendre évidemment là, des résultats qu'on va obtenir. Bon, j'arrive à la partie des résultats. Excusez-moi. Voilà. Oups. OK. Donc, je vais parler un petit peu d'abord de la première partie là, du travail qui vise à établir les facteurs les plus influents puis comment ils sont reliés entre eux. Donc, ce qu'on a utilisé jusqu'à présent, c'est ce qu'on appelle les matrices d'influence directe. Puis là, je vais essayer de ne pas vous étourdir avec la méthodologie. Là. Je ne pense pas que c'est le but aujourd'hui, mais grosso modo, ce qu'on fait, on a une longue liste de différents facteurs qui sont importants dans notre problème. Il y a des facteurs climatiques. Par exemple, vous voyez là à l'écran l'augmentation de la température extérieure, l'augmentation des journées de vent extrêmes, etc. Il y a des facteurs qui sont plus liés au rendement.
Donc, le rendement de la serre, la consommation énergétique de la serre, différents facteurs comme ça. Il y a des facteurs qui sont reliés aussi au marché. Donc, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que l'augmentation de la valeur des produits sur le marché ou d'autres éléments qui sont reliés au marché? Donc, on a cette longue liste de facteurs-là. Et ce qu'on essaie de faire avec nous, on les appelle nos experts, mais en fait, c'est des gens qui travaillent dans le domaine, c'est d'établir les liens entre ces différents facteurs-là. Puis donc, dans le fond, pour chaque paire de ces facteurs-là, on va venir indiquer s'il y a une influence ou non, puis si c'est une influence forte ou si ce n'est pas une influence forte. Je vais sauter, je vais vous montrer un petit peu. À partir de ça, ce qu'on est capable de faire, en fait, on a des logiciels qui nous permettent d'analyser ces réponses-là, puis de créer des diagrammes. Un peu, moi, ça ressemble un peu, j'appelle ça des diagrammes spaghetti, là, parce que c'est un peu tout entremêlé, où on voit ici visuellement les relations qui existent entre les différents facteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, vous voyez les facteurs environnementaux, des facteurs reliés au marché, des facteurs financiers, des facteurs qui sont liés aux besoins de la serre. Puis, objectif, ben, c'est les objectifs de performance ou de rendement de la serre. Son profit, son rendement, la qualité des aliments, etc. Donc, ça fait beaucoup de choses à analyser. Là, on est encore en train de faire l'analyse puis de recueillir ce genre de matrice-là avec plusieurs intervenants. Mais je vous montre des exemples un peu là, de ce que ça peut, à quoi ça peut nous servir. Donc, ici, vous avez un exemple où on essaie de montrer l'impact de l'augmentation de la température extérieure. Dans le fond, qu'est-ce que ça pourrait influencer? Donc, ici, c'est un répondant, mais éventuellement, il y aura plusieurs répondants aussi. Donc, on voit que ça vient quand même affecter plusieurs choses. Ce que moi, je n'avais pas nécessairement vu venir au départ, c'était l'impact sur les marchés. Donc, ça, c'est intéressant. C'est quelque chose, on n'évolue pas dans un marché, dans un milieu où on est déconnecté de ce qui se passe autour de nous. Là. Le marché est quand même quelque chose d'important. Il y a des impacts sur la migration des cultures, on en a parlé, puis sur plusieurs facteurs. L'impact aussi sur la présence d'insectes et de pathogènes, c'est quelque chose auquel je n'avais pas nécessairement pensé a priori, mais qui est ressorti comme étant quand même important aussi. Puis avec les codes de couleur, vous voyez le bleu, ça veut dire c'est un élément climatique. Et puis, on va venir affecter d'autres éléments qui eux-mêmes vont impacter d'autres éléments, qui eux-mêmes vont impacter d'autres éléments. C'est un peu ces boucles-là qu'on essaie de mettre en évidence. Ici, justement, vous avez l'influence des changements climatiques sur le marché. Donc, ici, vous avez les exportations de produits maraîchers du Québec, les importations de produits maraîchers au Québec. Et vous voyez en bleu, c'est tous les éléments qui sont reliés au changement climatique qui vont venir, en fait, plusieurs d'entre eux viendraient influencer possiblement le marché, en fait. Donc, favoriser les exportations puis réduire possiblement les importations. Oups, j'ai sauté des trucs. Donc, on a la migration des cultures, j'en ai parlé aussi tout à l'heure. Tout ça peut aussi venir à influencer le développement de l'industrie avec l'augmentation du nombre de serres. Donc, c'est un travail en cours. Si jamais vous êtes intéressé à y contribuer, n'hésitez pas à nous contacter. Là, on recherche des gens qui seraient intéressés à nous aider à remplir ces matrices-là, puis à les comparer entre eux, voir comment les perceptions varient selon les acteurs aussi. Donc, si je fais un peu un résumé de ce qu'on a trouvé jusqu'à présent pour ce volet-là, ben, on semble penser que les changements climatiques vont avoir quand même une grande influence sur les producteurs et sur le marché, comme je mentionnais. On a vu justement que les chaînes de causalité sont quand même complexes. Beaucoup de choses qui influencent quelque chose, qui influencent quelque chose, qui influencent quelque chose. D'où l'intérêt un peu de la méthode qu'on est en train de développer pour essayer de visualiser, de cartographier tout ça. Et ce qui est intéressant aussi, qui est tout à fait en phase avec ce que vous avez indiqué au début dans le petit questionnaire que je vous ai envoyé, c'est que les facteurs qui semblaient avoir le plus d'influence, c'était l'augmentation du nombre de journées de chaleur extrême et l'augmentation de la température moyenne qui semblait le plus impacter l'industrie. Donc, on continue ce volet-là, puis on aura plus de conclusions là, dans les prochains mois. Deuxième volet sur les simulations. Donc, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est basé sur un article qu'on a rédigé, qui a été publié à la fin de l'année passée. L'article est disponible gratuitement en ligne. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller le chercher. Et on a aussi publié toutes nos données, en fait, tous les modèles qu'on a utilisés, tous les résultats de simulation sont disponibles. Si vous voulez aller les télécharger, vous pouvez le faire aussi. Donc, je ne vous présenterai pas
beaucoup de résultats. J'ai choisi quelques résultats clés que je trouvais peut-être plus intéressants pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on a fait dans cet article-là, on a utilisé la simulation, comme je vous ai parlé tout à l'heure, simulation énergie et production avec le logiciel Greenlight. C'est basé sur une serre type dans ce cas-ci. C'est une serre Venlo de 4 hectares avec une culture de tomates. On a fait des simulations avec 2 systèmes d'éclairage, HPS ou LED. On a fait des simulations aussi sans climatisation, puis vous allez voir quelques simulations avec climatisation. On a simulé différentes villes au Canada, dont les villes de Québec et Montréal. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Puis, comme c'était notre première analyse de l'impact des changements climatiques, on a voulu comparer les scénarios extrêmes avec la situation actuelle. Donc, on a simulé le climat actuel et on a simulé le climat éloigné avec des fortes augmentations de température. Donc, c'est comme le pire cas possible en termes de changement climatique pour voir c'est quoi l'impact, le pire impact finalement qu'on pourrait avoir. Donc, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se produire, évidemment, ça va dépendre de la trajectoire climatique qu'on suivra. Et c'est vraiment dans le pire des cas, qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc, c'est basé sur ce scénario-là, RCP 8.5. Si vous vous rappelez, je vous ai dit au début, les RCP, c'est des vieux modèles, les SSP, c'est les nouveaux modèles. À l'époque où on a fait ce travail-là, on n'avait pas encore les fichiers météo là, pour les modèles SSP. Donc, c'est pour ça qu'on avait utilisé le modèle RCP. On est en train de refaire les simulations avec les nouveaux modèles aussi là, en ce moment. Je pense que ça, c'est la figure que j'aime le plus, que je vous partage ici. Je vous explique un peu ce que vous êtes en train de regarder. Sur l'axe des X ici, sur l'axe horizontal, vous voyez la consommation d'énergie totale de la serre. Donc, ça inclut le chauffage et l'éclairage. Et sur l'axe des Y, vous avez ce que le modèle nous donne en termes de rendement. Donc, c'est des kilogrammes produits par mètre cube de serre. En haut ici, c'est ce qui correspond au climat actuel. Je vous ai mis les résultats pour Québec et pour Montréal. Puis à gauche, c'est avec des DEL, puis à droite, c'est avec du HPS. Donc ça, c'est la situation en haut, c'est vraiment la situation actuelle. Donc quand on applique le scénario de changement climatique dont je viens de parler, les points se déplacent en bas ici. Donc c'est ce que vous voyez. Donc si je prends par exemple l'exemple de, je vais prendre Québec, je vais prendre Montréal pour ne pas être chauvin. On est ici présentement. Si on applique les changements climatiques, on se déplace jusqu'ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bien, il y a une diminution de la consommation d'énergie. Donc, ici, on était peut-être à 2150, on est rendu à 1900 peut-être. Diminution de la consommation d'énergie. Donc, ça, c'est bien. On va le voir tout à l'heure, c'est surtout lié au chauffage, donc moins de besoins en chauffage. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que selon le modèle, il y a une réduction quand même importante du rendement. Puis on a cherché beaucoup, ça a été compliqué à trouver, mais on a identifié dans le modèle qu'est-ce qui causait ça. Je le mets ici. C'était lié à des augmentations de température de la canopée. Donc, il y avait comme une surchauffe de la canopée à certains moments de l'année qui faisait en sorte que la production était réduite. Et ça se produisait à la fois pour Québec et Montréal et pour les différents systèmes d'éclairage. C'était quand même intéressant. La réduction ici, juste pour peut-être donner un ordre de grandeur, là, si je me rappelle bien, la réduction d'énergie pardon, était de l'ordre de 15 à 20 là, selon les villes, surtout, encore une fois, à cause de la réduction du besoin en chauffage. Je vais passer, je pense, j'ai le temps, j'ai quelques minutes encore. On a voulu regarder aussi un autre indicateur de performance des serres qui était l'énergie consommée par kilogramme de tomates produites. Parce que si je reviens ici, on voit que on consomme moins d'énergie, mais on en produit moins. Donc, on se demandait si on était plus efficace à en produire. On a constaté que non. Quand on appliquait les changements climatiques, si je prends l'exemple de Montréal, en gris pâle ici, on a ce qui se passe actuellement. Quand on applique les changements climatiques, on passe à la ligne gris foncé, c'est-à-dire qu'on a besoin de plus d'énergie pour produire 1 kg de tomates, ce qui n'est pas super. Et là, c'est la deuxième partie de notre exercice, finalement, c'est de développer des stratégies ou des solutions pour essayer de mitiger ces effets-là négatifs des changements climatiques.
Donc là, dans cet article-là, on n'est pas allé très loin, on a juste installé dans le modèle un système de climatisation, puis on a regardé ce qui se passait, mais dans les travaux futurs, on va aller un petit peu plus loin puis tester différentes solutions possibles. Mais on voit qu'en ajoutant, dans ce cas-ci, la climatisation, ben, on est capable de revenir à peu près à la situation pré-changement climatique. Je ne suis pas en train de dire à tout le monde de s'installer de la climatisation. Encore une fois, ça, c'est dans un horizon de 2080 et puis c'est les pires augmentations possibles de température, mais on voit quand même que finalement, ça peut avoir un impact à la fois sur la consommation d'énergie et la production. Bon, c'est un petit résumé de ce que je viens de dire ici. Vous les aurez dans la présentation si jamais vous voulez vous y référer. Si je prends l'exemple de Montréal ici avec des lampes HPS, 2016, c'est le climat actuel. Puis les chiffres que vous voyez ici, c'est la consommation d'énergie. Pour en gris, le chauffage et en vert, l'éclairage. Quand on applique les changements climatiques, on voit qu'il n'y a pas une grosse variation du besoin en éclairage, mais il y a une diminution importante du besoin en chauffage. Puis là, ben après, on va dire sky is the limit, on peut développer plein de stratégies, de solutions pour essayer d'améliorer les choses. Dans ce cas-ci, c'était très préliminaire. On a installé un système de climatisation et déshumidification, mais le désavantage, c'est que ça faisait augmenter le besoin en énergie pour la serre. Donc, c'est un petit peu le défi dans ce cas-ci. Mais je pense qu'il y aurait d'autres approches qu'on pourrait utiliser pour compenser la, la réduction en fait, pour gérer la surchauffe de la canopée dont je parlais tout à l'heure. Donc, ce qu'on est en train de faire présentement, ben, c'est de simuler les trois types de cultures dont je parlais tantôt. On va traiter différentes superficies, différents systèmes d'éclairage. On veut simuler avec et sans écran ombrageant, avec et sans écran thermique, avec et sans climatisation. Dans différentes régions géographiques du Québec, on a fait une analyse pour essayer de réduire ça à 7 zones géographiques, 7 stations météo. Puis on va simuler, comme je le disais, tous les horizons de temps et tous les scénarios climatiques pour avoir un portrait un petit peu plus complet de la situation. Donc j'arrive à la conclusion. Aujourd'hui, j'espère que vous avez vu un peu les impacts que les changements climatiques pourraient avoir sur l'industrie, qui peuvent être positifs ou négatifs. On a vu des relations de causalité complexes. On a vu une réduction du besoin en chauffage, mais possiblement un besoin de revoir certaines pratiques si on ne veut pas avoir une baisse de la production. Mais il reste encore beaucoup de choses là, à documenter, puis c'est ce qu'on est en train de faire. Donc, encore une fois, si vous avez des idées, des suggestions, on est tout à fait ouvert à les écouter, à les entendre. Et en terminant, je voudrais remercier, là, j'ai présenté ça comme si c'était juste moi qui avais fait ça, mais on a toute une équipe qui travaille là-dessus. Donc, j'ai mis les principales personnes impliquées. Alexis, Pierre-Olivier et Marie-Pierre, ce sont des étudiants à la maîtrise qui ont travaillé, qui travaillent sur le projet. Tommy et Jean sont des professionnels de recherche dans mon équipe. Je voudrais remercier aussi les personnes, les organismes en fait qui ont qui soutiennent le projet, donc le Fonds de recherche du Québec, le MELCCFP et le MAPAC pour avoir organisé la rencontre d'aujourd'hui. Et donc, je vous remercie de votre attention. Ben, merci pour l'intéressante présentation. Donc, nous allons maintenant procéder à la période de questions. Donc, je me permets de faire un petit rappel des consignes, c'est-à-dire que la période de questions est enregistrée, que vos caméras et vos micros sont volontairement désactivés. Donc, pour poser une question, là, vous devez utiliser la fonction lever la main afin que mon collègue Mourad autorise l'utilisation de votre question. Donc, est-ce qu'on a des questions pour M. Je peux Gosselin? juste dire aussi, Isabelle, si jamais vous avez une question qui vous vient en tête plus tard ou un commentaire qui vous vient en tête plus tard, n'hésitez surtout pas à me contacter. Vous pouvez passer par Isabelle ou Mourad si vous préférez. Ça va me faire plaisir de vous donner suite. C'est pas obligé d'être aujourd'hui, finalement. Mais merci là, pour cette offre. Moi, j'avais une petite question. En fait, c'est un peu une curiosité là, par rapport à un des résultats là, de l'ajout de la climatisation. Là, je ne sais pas si vous pouvez remettre votre présentation, mais sur le site de Windsor, là, j'ai vu qu'avec l'ajout de climatisation, on avait moins d'énergie par kilo. Là, fait que je me demandais si c'était pas en lien avec le fait que peut-être la climatisation, ça fait une Partage une pas la bonne affaire. déshumidification. Ouais.
une déshumidification plus efficace, peut-être, qui expliquerait cette Pardon, baisse j'ai de la de... misère. J'arrive. Euh, oui, je pense que c'est le cas effectivement, là, parce que dans les stratégies de contrôle, quand quand l'humidité devient trop élevée, on va ouvrir le toit, puis là, ben, ça fait entrer de l'air froid, puis ça fait que tout ça est couplé via les stratégies de contrôle là, qui sont implantées dans la serre. Fait que je pense que oui, ce que tu dis est vrai, Isabelle. Ok, merci. Puis, vas-y, Mourad, tu veux poser une question? Oui, j'ai Louis Daniel Collin dans le chat qui demande est-ce que la taille de la serre est un facteur important ou pas? Oui, c'est une bonne question. On a fait des simulations, puis selon nos simulations, il y a comme je pense que c'était autour là j'y vais de mémoire, là, je vais dire 4-5 000 mètres carrés. Au-delà de ça, ça ne change plus rien là, dans la consommation d'énergie ou la production. Si on a des plus petites serres, là, ça peut avoir un impact. La taille a un impact finalement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je ne sais pas si Louis ça répond, mais si ça répond pas, il y a toujours la possibilité de lever la main ou on va vous ouvrir le micro. Sinon, Louis, moi, euh, une question en deux parties. C'est juste, tu sais, à la diapo 35, pour les simulations de Québec et de Montréal, on mentionne quand même une réduction de la consommation énergétique. Ce que j'en comprends, c'est si on prend les deux secteurs, serre puis agriculture en bâtiment fermé. C'est moins, à moins que je me trompe, c'est probablement que le fait que dans une serre, on va réduire le chauffage parce qu'on va avoir des températures plus élevées, va probablement réduire la consommation énergétique. En revanche, dans une ferme verticale, probablement que ça va générer un effet contraire parce qu'on ne chauffe pas dans une ferme verticale intérieure. On va plus climatiser. Puis Refroidi. si il fait chaud à l'extérieur, ça va faire chaud à l'intérieur, donc on va devoir utiliser notre CVAC plus longuement, ce qui fait qu'on va probablement consommer plus d'énergie. Est-ce que c'est c'est une vision correcte ou je me trompe là-dessus? C'est un bon point. J'en ai pas vraiment parlé là, aujourd'hui de l'agriculture en environnement contrôlé, mais je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de mentionner. Euh, il y a beaucoup d'agriculture en environnement contrôlé aussi qui est couplée à d'autres, à des bâtiments ou à des serres. Puis là, ben, il y a toute cette question-là aussi de l'excédent de chaleur qui est utilisé, par exemple, dans une autre application pour faire du chauffage. Ben là, ça devient comme moins pertinent aussi. Fait que les transferts d'énergie sont à réfléchir aussi dans le contexte des changements climatiques. Parfait, merci. Puis pour faire le pouce sur la question de Daniel, c'est le portrait des serres au Québec, il démontre que souvent, on a vraiment un pourcentage assez grand de petites serres puis qui sont technologiquement moins équipées que les grandes serres. Mhm. Puis est-ce que, quand je dis là, impact de la taille, probablement l'impact de la possibilité d'implanter des technologies peut être aussi un facteur déterminant. Mettons, dans une serre Ouais, individuelle, on ne peut pas mettre des écrans, par exemple. non. Effectivement, là, ce que j'ai présenté, c'était vraiment une grande serre qui serait plus équipée, là, en effet. Donc, ce que je parlais tout à l'heure pour les plus petites terres, c'est vraiment juste l'impact du nombre de mètres carrés, mais pas nécessairement des systèmes qui sont implantés dans la terre, des régimes de culture ou autres. Ça serait à regarder, c'est pas quelque chose qu'on a regardé. Parfait. Merci, Louis. Moi, j'avais aussi une autre question là, qui est un peu en lien avec toutes les hypothèses là, qui étaient listées là, en début. Là. Est-ce que vous seriez intéressé à travailler sur justement les événements climatiques plus violents, là, comme les pluies verglaçantes là, qui avaient été nommées ou d'autres phénomènes sur l'impact sur les effets sur la structure, les revêtements de la serre, puis éventuellement quelles adaptations là, on pourrait Ouais. entreprendre? On va le faire plus dans le volet qualitatif, là, dans les chaînes de causalité et les discussions avec les producteurs, mais je pense pas que c'est quelque chose qu'on va vraiment simuler là, dans le cadre du projet. Fait que ce sera peut-être un projet futur Un autre pour la projet. suite. Ouais. On va voir ce que tout le monde dit aussi. Peut-être qu'il y en a qui identifient certains enjeux auxquels on n'avait pas pensé ou qu'il y a des enjeux qu'on pensait qui seraient importants, mais finalement, en discutant avec tout le monde, on se rend compte que c'est peut-être pas si important.
que selon le portrait qu'on aura, peut-être on pourra poursuivre la recherche, là, c'est certain. Ben, merci. Donc, je pense qu'on est rendu au mot de la fin. Donc, merci là, pour votre intérêt envers cet épisode de la série des webinaires Séricole. Merci à notre conférencier, Louis Gosselin. Merci également à Mourad Ouardani, co-organisateur, et à Julie Saint-Hilaire, conseillère en communication. Donc, puis je vous souhaite une excellente fin de journée.